Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Voyage autour de la Lune de Jules Verne. Et nous en étions au chapitre 3, où l'on s'installe. Je vais donc poursuivre cette lecture. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Nous te soignerons, dit Michel. Nous sommes responsables de ton existence. J'aimerais mieux perdre un bras qu'une patte de mon pauvre satellite. Et ce disant, il offrit quelques gorgées d'eau au blessé, qui les but avidement. Ces soins donnés, les voyageurs observèrent attentivement la Terre et la Lune. La Terre n'était plus figurée que par un disque cendré, que terminait un croissant, plus rétréci que la veille. Mais son volume restait encore énorme, si on le comparait à celui de la Lune qui se rapprochait de plus en plus d'un cercle parfait. « Parbleu, dit alors Michel Ardan, je suis vraiment fâché que nous ne soyons pas partis au moment de la pleine Terre. C'est-à-dire lorsque notre globe se trouvait en opposition avec le Soleil. »« Pourquoi ?» demanda Nicole. « Parce que nous aurions aperçu, sous un nouveau jour, nos continents et nos mers. Ceux-ci, resplendissants sous la projection des rayons solaires. Celles-là, plus sombres, et telles qu'on les reproduit sur certaines mapes-mondes. J'aurais voulu voir ces pôles de la Terre sur lesquels le regard de l'homme ne s'est encore jamais reposé. »« Sans doute, » répondit Barbicane. « Mais si la Terre avait été pleine, la Lune aurait été nouvelle, c'est-à-dire invisible au milieu de l'irradiation du Soleil. Or, mieux vaut pour nous de voir le but d'arrivée que le point de départ. » « Vous avez raison, Barbicane, répondit le capitaine Nicole. Et d'ailleurs, quand nous aurons atteint la Lune, nous aurons le temps, pendant les longues nuits lunaires, de considérer à loisir ce globe où fourmillent nos semblables. »« Nos semblables ?» s'écria Michel Ardan. « Mais maintenant, ils ne sont pas plus nos semblables que les Sélénites. Nous habitons un monde nouveau, peuplé de nous seuls, le projectile. Je suis le semblable de Barbicane, et Barbicane est le semblable de Nicole. Au-delà de nous, en dehors de nous, l'humanité finit, et nous sommes les seules populations de ce microcosme jusqu'au moment où nous deviendrons de simples Sélénites. »« Dans 88 heures environ, répliqua le capitaine. »« Ce qui veut dire, demanda Michel Ardan. « Qu'il est 8h30, répondit Nicole. « Eh bien, repartit Michel, il m'est impossible de trouver même l'apparence d'une raison pour laquelle nous ne déjeunerions pas illico. En effet, les habitants du nouvel astre ne pouvaient y vivre sans manger, et leur estomac subissait alors les impérieuses lois de la faim. Michel Ardan, en sa qualité de Français, se déclara cuisinier en chef, importante fonction qui ne lui suscita pas de concurrents. Le gaz donna les quelques degrés de chaleur suffisants pour les apprêts culinaires, et le coffre aux provisions fournit les éléments de ce premier festin. Le déjeuner débuta par 3 tasses d'un bouillon excellent, dû à la liquéfaction dans l'eau chaude de ces précieuses tablettes lébiges, préparées avec les meilleurs morceaux des ruminants de pampas. Au bouillon de bœuf succédèrent quelques tranches de beefsteak comprimées à la presse hydraulique, aussi tendres, aussi succulents que s'ils fussent sortis de cuisine du café anglais. Michel, homme d'imagination, soutint même qu'ils étaient saignants. Les légumes conservés et plus frais que nature, dit aussi l'aimable Michel, succédèrent aux plats de viande et furent suivis de quelques tasses de thé et tartines beurrées à l'américaine. Ce breuvage, déclaré exquis, était dû à l'infusion de feuilles de premier choix dont l'empereur de Russie avait mis quelques caisses à la disposition des voyageurs. Enfin, pour couronner ce repas, Ardan dénicha une fine bouteille de nuit qui se trouvait par hasard dans le compartiment des provisions. Les 3 amis la burent à l'union de la Terre et de son satellite. Et comme si ce n'était pas assez de ce vin généreux qu'il avait distillé sur les coteaux de Bourgogne, le soleil voulut se mettre de la partie. Le projectile sortait en ce moment du cône d'ombre
projetés par le globe terrestre, et les rayons de l'astre radieux frappèrent directement le disque inférieur du boulet, en raison de l'angle que fait l'orbite de la Lune avec celle de la Terre. « Le Soleil !» s'écria Michel Ardan. « Sans doute, » répondit Barbicane. « Je l'attendais. » Cependant, dit Michel, le cône d'ombre que la Terre laisse dans l'espace s'étend au-delà de la Lune. Beaucoup au-delà. Si on ne tient pas compte de la réfraction atmosphérique, dit Barbicane, mais quand la Lune est enveloppée dans cette ombre, c'est que les centres des trois astres, le Soleil, la Terre et la Lune, sont en ligne droite. Alors les nœuds coïncident avec les phases de la pleine Lune et il y a éclipse. Si nous étions partis au moment d'une éclipse de Lune, tout notre trajet se fût accompli dans l'ombre, ce qui eût été fâcheux. Pourquoi ? Parce que, bien que nous flottions dans le vide, notre projectile, baigné au milieu des rayons solaires, recueillera leur lumière et leur chaleur. Donc, économie de gaz, économie précieuse à tout égard. En effet, sous ces rayons dont aucune atmosphère n'adoucissait la température et l'éclat, le projectile ne réchaufferait et s'éclairait comme s'il eût subitement passé de l'hiver à l'été. La lune en haut, le soleil en bas, l'inondaient de leur feu. « Il fait bon ici, » dit Nicole. « Je le crois bien, » s'écria Michel Ardan. « Avec un peu de terre végétale répandue sur notre planète d'aluminium, nous ferions pousser les petits pois en 24 heures. Je n'ai qu'une crainte, c'est que les parois du boulet n'entrent en fusion. »« Rassure-toi, mon digne ami, » répondit Barbicane. « Le projectile a supporté une température bien autrement élevée pendant qu'il glissait sur les couches atmosphériques. Je ne serais même pas étonné qu'il se fût montré aux yeux des spectateurs de la Floride comme un bolide en feu. Mais alors, Maston doit nous croire rôtis. »« Ce qui m'étonne, répondit Barbicane, c'est que nous ne l'ayons pas été. C'était là un danger que nous n'avions pas prévu. »« Je le craignais, moi, répondit simplement Nicole. »« Et tu ne nous avais rien dit. »« Sublime capitaine !» s'écria Michel Ardan en serrant la main de son compagnon. Cependant, Barbicane procédait à son installation dans le projectile comme s'il n'eût jamais dû le quitter. On se rappelle que ce wagon aérien offrait à sa base une superficie de 54 pieds carrés, haut de 12 pieds, jusqu'au sommet de sa voûte, habilement aménagée à l'intérieur, peu encombrée par les instruments et ustensiles de voyage qui occupaient chacun une place spéciale. Il laissait à ses trois hôtes une certaine liberté de mouvement. L'épaisse vitre, engagée dans une partie du culot, pouvait supporter impunément un poids considérable. Aussi Barbicane et ses compagnons marchaient-ils à la surface, comme sur un plancher solide. Mais le soleil, qui la frappait directement de ses rayons, éclairant par en dessous l'intérieur du projectile, y produisait de singuliers effets de lumière. On commença par vérifier l'état de la caisse à eau et de la caisse aux vivres. Ces récipients n'avaient aucunement souffert, grâce aux dispositions prises pour amortir le choc. Les vivres étaient abondants et pouvaient nourrir les trois voyageurs pendant une année entière. Barbicane aurait voulu se précautionner pour le cas où le projectile arriverait sur une portion absolument stérile de la Lune. Quant à l'eau et à la réserve d'eau de vie, qui comprenait 50 gallons, il y en avait pour 2 mois seulement. Mais à s'en rapporter aux dernières observations des astronomes, la Lune conservait une atmosphère basse, dense, épaisse, au moins dans ses vallées profondes, et là les ruisseaux, les sources ne pouvaient manquer. Donc pendant la durée du trajet et pendant la première année de leur installation sur le continent lunaire, les aventureux explorateurs ne devaient être éprouvés ni par la faim, ni par la soif. Restait la question de l'air à l'intérieur du projectile. Là encore, toute sécurité. L'appareil Reset et Regnault
destiné à la production de l'oxygène, était alimenté pour 2 mois de chlorâtre, de potasse. Il consommait nécessairement une certaine quantité de gaz, car il devait maintenir au-dessus de 400 degrés la matière productrice. Mais là encore, on était en fond. L'appareil ne demandait d'ailleurs qu'un peu de surveillance. Il fonctionnait automatiquement. À cette température élevée, le chlorate de potasse, se changeant en chlorure de potassium, abandonnait tout l'oxygène qu'il contenait. Or, que donnaient 18 livres de chlorate de potasse? Les 7 livres d'oxygène nécessaires à la consommation quotidienne des hôtes du projectile. Mais il ne suffisait pas de renouveler l'oxygène dépensé. Il fallait encore absorber l'acide carbonique produit par l'expiration. Or, depuis une douzaine d'heures, l'atmosphère du boulet s'était chargée de ce gaz absolument délétère, produit définitif de la combustion des éléments du sang par l'oxygène inspiré. Nicole reconnut cet état de l'air en voyant Diane haleter péniblement. En effet, l'acide carbonique, par un phénomène identique à celui qui se produit dans la fameuse grotte du chien, se massait vers le fond du projectile, en raison de sa pesanteur. La pauvre Diane, la tête basse, devait donc souffrir avant ses maîtres de la présence de ce gaz, mais le capitaine Nicole se hâta de remédier à cet état de choses. Il disposa sur le fond du projectile plusieurs récipients contenant de la potasse caustique qu'il agita pendant un certain temps. Et cette matière, très avide d'acide carbonique, l'absorba complètement et purifia ainsi l'air intérieur. L'inventaire des instruments fut alors commencé. Les thermomètres et les baromètres avaient résisté, sauf un thermomètre, à minima dont le verre s'était brisé. Un excellent anéroïde, retiré de la boîte ouatée qu'il contenait, fut accroché à l'une des parois. Naturellement, il ne subissait et ne marquait que la pression de l'air et à l'intérieur du projectile. Mais il indiquait aussi la quantité de vapeur d'eau qu'il renfermait. En ce moment, son aiguille oscillait entre 765 et 760 mm. C'était du beau temps. Barbicane avait emporté ainsi plusieurs compas qui furent retrouvés intacts. On comprend que, dans ces conditions, leur aiguille était un peu affolée, c'est-à-dire sans direction constante. En effet, à la distance où le boulet se trouvait de la Terre, le pôle magnétique ne pouvait exercer sur l'appareil aucune action sensible. Mais ces boussoles transportées sur le disque lunaire y constateraient peut-être des phénomènes particuliers. En tout cas, il était intéressant de vérifier si le satellite de la Terre se soumettait comme elle à l'influence magnétique. Un hypsomètre, pour mesurer l'altitude des montagnes, lunaires en l'occurrence, un sextant destiné à prendre la hauteur du Soleil, un théodolite, instrument de géodésie qui sert à lever les plans et à réduire les angles à l'horizon, les lunettes, dont l'usage devait être très apprécié aux approches de la Lune. Tous ces instruments furent visités avec soin et reconnus bons, malgré la violence de la secousse initiale. Quant aux ustensiles, aux pics, aux pioches, aux divers outils dont Nicole avait fait un choix spécial, quant aux sacs de graines variées, aux arbustes que Michel Ardan comptait transplanter dans les terres sélénites, ils étaient à leur place dans les coins supérieurs du projectile. Là, s'évidait une sorte de grenier encombré d'objets que le prodigue français y avait empilés. Quels ils étaient, on ne savait guère et le joyeux garçon ne s'expliquait pas là-dessus. De temps en temps, il montait par des crampons rivés aux parois jusqu'à ce capharnaüm dont il s'était réservé l'inspection. Il rangeait, il arrangeait, il plongeait une main rapide dans certaines boîtes mystérieuses en chantant de la voix la plus fausse quelques vieux refrains de France qui égayaient la situation. Barbicane observa avec intérêt que ces fusées et autres artifices n'avaient pas été endommagés. Ces pièces importantes, puissamment chargées, devaient servir à ralentir la chute du projectile lorsque celui-ci, sollicité par l'attraction lunaire, après avoir dépassé le point d'attraction neutre,
tomberait sur la surface de la Lune. Chute, d'ailleurs, qui devait être 6 fois moins rapide qu'elle ne lui était à la surface de la Terre, grâce à la différence de masse des deux astres. L'inspection se termina donc à la satisfaction générale. Puis, chacun revint observer l'espace par les fenêtres latérales et à travers la vitre inférieure. Même spectacle. Toute l'étendue de la sphère céleste, fourmillant d'étoiles et de constellations d'une pureté merveilleuse, à rendre fou un astronome. D'un côté, le soleil, comme la gueule d'un four embrasé, disque éblouissant sans auréole se détachant sur le fond noir du ciel. De l'autre, la lune, lui rejetant ses feux par réflexion, et comme immobile au milieu du monde stellaire. Puis une tache assez forte qui semblait trouer le firmament et que bordait encore un demi-liseré argenté. C'était la Terre. Ça et là, des nébuleuses massées comme de gros flocons de neige sidérale, et du zénith au nadir, un immense anneau formé d'une impalpable poussière d'astres, cette voie lactée au milieu de laquelle le soleil ne compte que pour une étoile de 4e grandeur. Les observateurs ne pouvaient détacher leur regard de ce spectacle si nouveau, dont aucune description ne saurait donner l'idée. Que de réflexion il leur suggéra. Quelles émotions inconnues il éveilla dans leurs âmes. Barbicane voulut commencer le récit de son voyage sous l'empire de ses impressions, et il nota heure par heure tous les faits qui signalaient le début de son entreprise. Il écrivait tranquillement, de sa grosse écriture carrée et dans un style un peu commercial. Pendant ce temps, le calculateur Nicole revoyait ses formules de trajectoire et manœuvrait les chiffres avec une dextérité sans pareille. Michel Ardan causait tantôt avec Barbicane qui ne lui répondait guère, tantôt avec Nicole qui ne l'attendait pas, avec Diane qui ne comprenait rien à ses théories, avec lui-même enfin, se faisant demandes et réponses, allant, venant, s'occupant de 1000 détails, tantôt courbé sur la vitre inférieure, tantôt juché sur les hauteurs du projectile, et toujours chantonnant. Dans ce microcosme, il représentait l'agitation et la locacité française, et l'on est prié de croire qu'elle était dignement représentée. La journée, ou plutôt, car l'expression n'est pas juste, le laps de 12 heures qui forme le jour sur la Terre se termina par un souper copieux, finement préparé. Aucun incident de nature à altérer la confiance des voyageurs ne s'était encore produit. Aussi, plein d'espoir déjà sûr du succès, ils s'endormirent paisiblement, tandis que le projectile, sous une vitesse uniformément décroissante, franchissait les routes du ciel. Chapitre 4. Un peu d'algèbre. On se croirait à l'école. La nuit se passa sans incident. À vrai dire, ce mot « nuit » est impropre. La position du projectile ne changeait pas par rapport au soleil. Astronomiquement, il faisait jour sur la partie inférieure du boulet, nuit sur sa partie supérieure, lors donc que dans ce récit, ces deux mots sont employés. Ils expriment le laps de temps qui s'écoule entre le lever et le coucher de soleil sur la Terre. Le sommeil des voyageurs fut d'autant plus paisible que, malgré son excessive vitesse, le projectile semblait être absolument immobile. Aucun mouvement ne trahissait sa marche à travers l'espace. Le déplacement, quelque rapide qu'il soit, ne peut produire un effet sensible sur l'organisme quand il a lieu dans le vide ou lorsque la masse d'air circule avec le corps entraîné. Quel habitant de la Terre s'aperçoit de sa vitesse qui l'emporte, cependant à raison de 90 000 km par heure. Le mouvement dans ces conditions ne se ressent pas plus que le repos. Aussi, tout corps y est-il indifférent. Un corps est-il en repos, il y demeurera tant qu'aucune force étrangère ne le déplacera.
Est-il en mouvement, il ne s'arrêtera plus si aucun obstacle ne vient enrayer sa marche. Cette indifférence au mouvement ou au repos, c'est l'inertie. Barbicane et ses compagnons pouvaient donc se croire dans une immobilité absolue, étant enfermés à l'intérieur du projectile. L'effet eût été le même. D'ailleurs, s'ils se fussent placés à l'extérieur, sans la lune qui grossissait au-dessus d'eux, ils auraient juré qu'ils flottaient dans une stagnation complète. Ce matin-là, le 3 décembre, les voyageurs furent réveillés par un bruit joyeux, mais inattendu. Ce fut le chant du coq qui retentit à l'intérieur du wagon. Michel Ardan, le premier sur pied, grimpa jusqu'au sommet du projectile et fermant une caisse entr'ouverte, « Veux-tu te taire ?» dit-il à voix basse. « Cet animal-là va faire manquer ma combinaison. » Cependant, Nicole et Barbicane s'étaient réveillés. « Un coq ?» avait dit Nicole. « Eh non, mes amis, » répondit vivement Michel. « C'est moi qui ai voulu vous réveiller par cette vocalise champêtre. » Et ce disant, il poussa un splendide cocorico qui eût fait l'honneur au plus orgueilleux des gallinacés. Les deux Américains ne purent s'empêcher de rire. « Un joli talent ?» dit Nicole, regardant son compagnon d'un air soupçonneux. « Oui, » répondit Michel, « une plaisanterie de mon pays. C'est très gaulois. On fait comme cela le coq dans les meilleures sociétés. » Puis, détournant la conversation, « Sais-tu, Barbicane, dit-il, à quoi j'ai pensé toute la nuit ?»« Non, » répondit le président. « À nos amis de Cambridge. Tu as déjà remarqué que je suis un admirable ignorant des choses mathématiques ? Il m'est donc impossible de deviner comment les savants de l'observatoire ont pu calculer quelle vitesse initiale devrait avoir le projectile en quittant la Columbiad pour atteindre la Lune. »« Tu veux dire, » répliqua Barbicane, « pour atteindre ce point neutre où les attractions terrestres et lunaires se font équilibre. Car à partir de ce point situé au 9/10 du parcours environ, le projectile tombera sur la Lune simplement, en vertu de sa pesanteur. »« Soit, » répondit Michel, « mais encore une fois, comment ont-ils pu calculer la vitesse initiale ?»« Rien n'est plus aisé, » répondit Barbicane. « Et tu aurais su faire ce calcul ?» demanda Michel Ardan. « Parfaitement. Nicole et moi nous l'eussions établi si la note de l'observatoire ne nous eût évité cette peine. »« Eh bien, mon vieux Barbicane, » répondit Michel, « on m'eût plutôt coupé la tête en commençant par les pieds que de me faire résoudre ce problème-là. »« Parce que tu ne sais pas l'algèbre, » répliqua tranquillement Barbicane. « Ah, vous voilà bien, vous autres, mangeurs d'X. Vous croyez avoir tout dit quand vous avez dit l'algèbre. »« Michel, » répliqua Barbicane, « crois-tu qu'on puisse forger sans marteau ou labourer sans charrue ? » Difficilement. Eh bien, l'algèbre est un outil comme la charrue ou le marteau, et un bon outil pour qui sait l'employer. Sérieusement ? Très sérieusement. Et tu pourrais manier cet outil-là devant moi, si cela t'intéresse, et me montrer comment on a calculé la vitesse initiale de notre wagon. Oui, mon digne ami, en tenant compte de tous les éléments du problème, de la distance du centre de la Terre au centre de la Lune, au rayon de la Terre, de la masse de la Terre, de la masse de la Lune, je puis établir exactement quelle a dû être la vitesse initiale du projectile, et cela par une simple formule. Voyons la formule. Tu la verras. Seulement, je ne te donnerai pas la courbe tracée réellement par le boulet entre la Lune et la Terre, en tenant compte de leur mouvement de translation autour du Soleil. Non. Je considérerai ces deux astres comme immobiles, ce qui nous suffit. Et pourquoi ? Parce que ce serait chercher la solution de ce problème qu'on appelle le problème des trois corps, et que le calcul intégral n'est pas encore assez avancé pour le résoudre. Tiens, fit Michel Ardan de son ton narquois, les mathématiques n'ont donc pas dit leur dernier mot ? Certainement non, répondit Barbicane. Bon,
Peut-être les Sélénites ont-ils poussé plus loin que vous le calcul intégral. Et à propos, qu'est-ce que le calcul intégral ? C'est un calcul qui est l'inverse du calcul différentiel, répondit sérieusement Barbicane. Oui, bien obligé. Autrement dit, c'est un calcul par lequel on cherche les quantités finies dont on connaît la différentielle. Au moins voilà qui est clair, répondit Michel d'un air on ne peut plus satisfait. Et maintenant, reprit Barbicane, un bout de papier, un bout de crayon, et avant une demi-heure, je veux avoir trouvé la formule demandée. Barbicane, cela dit, s'absorba dans son travail tandis que Nicole observait l'espace, laissant à son compagnon le soin de déjeuner. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que Barbicane, relevant la tête, montrait à Michel Ardan une page couverte de signes algébriques, au milieu desquels se détachait une formule générale. « Et cela signifie » demanda Michel. « Cela signifie, répondit Nicole, que un demi de V, 2 moins V0 carré, égale GR multiplié par R sur X moins 1, plus M prime sur M multiplié par R sur D moins X moins R sur D moins R. X sur Y, monté sur Z et chevauchant sur P, s'écria Michel Ardan, en éclatant de rire. Et tu comprends cela, capitaine ? Rien n'est plus clair. Comment donc, dit Michel. Mais cela saute aux yeux et je n'en demande pas davantage. Rieur sempiternelle, répliqua Barbicane. Tu as voulu de l'algèbre, t'en auras jusqu'au menton. J'aime mieux qu'on me pende. En effet, répondit Nicole, qui examinait la formule en connaisseur, ceci me paraît bien trouvé, Barbicane. C'est l'intégrale de l'équation des forces vives et je ne doute pas qu'elle ne nous donne le résultat recherché. Mais je voudrais comprendre, s'écria Michel. Je donnerais 10 ans de la vie de Nicole pour comprendre. Écoute alors, reprit Barbicane, un demi de V, 2 moins V0 carré, c'est la formule qui nous donne la demi-variation de la force vive. Bon. Et Nicole sait ce que cela signifie. Sans doute, Michel, répondit le capitaine. Tous ces signes qui te paraissent cabalistiques forment cependant le langage le plus clair, le plus net, le plus logique pour qui sait le lire. Et tu prétends, Nicole, demanda Michel, qu'au moyen de ces hiéroglyphes, plus incompréhensibles que des ibis égyptiens, tu pourras trouver quelle vitesse initiale il convenait d'imprimer au projectile. Incontestablement, répondit Nicole. Et même par cette formule, je pourrais toujours te dire quelle est sa vitesse à un point quelconque de son parcours. Ta parole, ma parole. Alors tu es aussi malin que notre président ? Non, Michel. Le difficile, c'est ce qu'a fait Barbicane. C'est d'établir une équation qui tienne compte de toutes les conditions du problème. Le reste n'est plus qu'une question d'arithmétique et n'exige que la connaissance des 4 règles. C'est déjà beau, répondit Michel Ardan, qui, de sa vie, n'avait pu faire une addition juste et qui définissait ainsi cette règle. Petit casse-tête chinois qui permet d'obtenir des totaux indéfiniment variés. Cependant, Barbicane affirmait que Nicole, en y songeant, aurait certainement trouvé cette formule. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. Tout cet algèbre, je suis sûre que vous allez bien dormir après ça. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et à très bientôt.